Bon, bah, je vous propose de démarrer, hein, qu'on puisse laisser aussi le temps à la fin. On voudrait avoir du temps pour vos questions, surtout pour répondre à vos questions. Alors bon, tous ceux qui sont là, vous connaissez déjà Focus Tribe, donc je l'avais mis au cas où il y ait d'autres personnes qui ne connaissent pas. Voilà, donc la communauté, la belle qualité, 3 types de projets en général. Voilà, donc je passe, hein. Euh, En tout cas, bon, enfin, conseil en management, transformation digitale, BI data. On accompagne les consultants pour vous aider à trouver des missions à valeur ajoutée. Et puis, on accompagne principalement des grands comptes, des grosses ETI, donc groupe côté grosses ETI, dans différents domaines d'activité. On travaille beaucoup avec l'industrie, tout ce qui est cosmétique aussi, un peu la santé, la grande distribution, voilà. Je Donc la belle qualité, et on essaie surtout de créer cette communauté d'entraide et de partage. Et c'est dans ce cadre-là aussi que on essaie d'organiser régulièrement des webinars. Alors, certains plus à destination, on va dire, des clients, des prospects, sur des thématiques ciblées, mais qui sont toujours ouverts aux consultants, où on fait intervenir des consultants de la communauté pour aussi vous permettre de vous mettre en avant, voilà, de valoriser aussi vos compétences et de les partager avec la communauté et les clients. Candice, ouais, Candice, je te laisserai accepter, ouais, les personnes, merci. Et puis, on tient aussi à régulièrement organiser des webinars pour vous donner de l'info, des tips, des conseils. Et c'est vrai qu'on a déjà fait avec Alexandra l'année dernière un webinar. Il y avait aussi un expert comptable. Ce webinaire, vous pouvez déjà le retrouver sur notre blog. Aujourd'hui, on a voulu refaire un focus en ce début d'année avec Alexandra sur tous les aspects fiscaux, juridiques, sociaux. Voilà, je vais laisser la parole à Alexandra. Juste en complément, euh, nous, on est toujours preneurs de vos idées, vos remarques sur les thématiques qui peuvent vous intéresser en tant que freelance. Donc, on pourra en reparler à la fin. Voilà, mais l'idée, c'est de vous apporter de la valeur à travers justement des moments d'échange et de partage aussi entre vous, entre pairs. Et vous n'hésitez surtout pas à aller sur le blog, consulter tout le contenu qu'on a déjà publié, qui peut vous intéresser et déjà vous apporter, vous enrichir sur comment faire un bon CV, enfin plein d'aspects au-delà de la gestion. Voilà, donc Alexandra, je te laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Et merci Aurélie, bonjour tout le monde. Donc moi je suis Alexandra Moore, je suis consultante indépendante, chef de projet, membre du réseau Focus Tribes et actuellement en mission à temps partiel chez Aubade Lingerie. Et en plus de cette activité, il y a 4 ans, j'ai créé l'entreprise Simplance avec laquelle j'accompagne les indépendants à bien créer et bien piloter leur entreprise, donc faire les bons choix justement sur ces sujets autour de l'administratif, de la gestion et du pilotage. Et donc, on s'est dit effectivement avec Aurélie que ça pouvait être une bonne idée de vous partager quelques sujets, quelques astuces sur les 3 thématiques, donc juridique, fiscale et sociale. On a mis tout ce que vous devez savoir. Je ne sais pas s'il y aura tout, mais en tout cas, j'ai mis les choses qui me semblent principales. Et puis, bien sûr, si vous avez des ajouts, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, on gardera un petit temps à la fin pour les questions-réponses et pour pouvoir compléter tout ça. Donc, pour commencer, le premier sujet, c'était la gestion et l'optimisation de la fiscalité. Et donc là, moi, j'avais envie de vous partager 3 choses qui me semblent importantes. La première, c'est le statut, donc le type d'entreprise que vous avez en tant qu'indépendant. Donc vous pouvez avoir de multiples choix, que ce soit du portage salarial, que ce soit une micro-entreprise, même si c'est plus rare, j'ai l'impression, dans la communauté, que ce soit une société. Mais ce choix que vous avez fait au démarrage, il peut évoluer. Et donc, pour moi, chaque année, au moment où vous faites votre bilan, idéalement, en tout cas, je pense que maintenant, c'est vraiment le bon moment pour le faire. C'est vraiment utile de prendre un peu de temps pour vous demander si ce type d'entreprise que vous avez choisi au début correspond toujours vraiment à vos besoins.
Donc, si je prends quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus concret, votre statut, enfin votre vie, tout simplement peut changer, hein, que ce soit le salaire que vous vous versez, que ce soit vos charges, que ce soit des objectifs personnels d'achat immobilier, par exemple, ou autre. Si vous avez décidé pendant les premières années, quelle qu'en soit la raison, de ne pas vous verser de salaire, l'une des raisons, c'est souvent Pôle emploi, hein, mais que vous savez, par exemple, qu'en 2024, vous allez commencer à vous verser un salaire de manière très régulière, est-ce que vous pouvez vraiment vous permettre de payer les charges sociales si vous êtes en SASU, par exemple? Ça vaut vraiment le coup de faire la simulation puisque les charges sociales sont au-delà de 80% sur les salaires en SASU. Donc autant c'est extrêmement indolore quand on ne se rémunère pas, autant quand on commence à se payer, on le sent passer assez fortement. Donc ça peut vraiment être intéressant de resimuler tout ça. Un autre exemple un peu concret, si vous êtes en micro-entreprise, mais que demain, vous avez besoin de louer un bureau, un local, ou que vous avez des charges qui commencent à exploser un petit peu, peut-être que pour vous, c'est le bon moment pour réfléchir à passer en société, par exemple. Donc ce travail-là, vous pouvez le faire en fait dès que vous avez une idée claire de votre chiffre d'affaires de l'année et de vos charges. Donc finalement, normalement, dès décembre, vous commencez à avoir une idée, et puis en janvier, février, vous y voyez a priori très clair là-dessus. Donc moi, ce que je fais de mon côté, c'est que je reprends ces chiffres de chiffre d'affaires et de charges, et avec ça, je resimule mon revenu net avec les principaux statuts. Donc en gros, ça peut être par exemple EURL, SASU, micro, et puis portage éventuellement. Et donc je regarde finalement net de tout, net d'impôts, d'impôts sur les sociétés, net d'impôts sur le revenu, qu'est-ce qui reste dans ma poche à la fin, pour voir si le choix que j'ai fait l'année dernière est toujours adapté à mon cas personnel du moment. Alors, petite astuce là-dessus, c'est quand même important d'essayer de comparer des choses comparables parce qu'on peut vite se retrouver à comparer un peu des choux et des carottes. Donc, bien compter l'impact de la retraite, par exemple, sur votre choix, parce que suivant les statuts, vous allez peut-être moins cotiser parce que vous vous payerez moins pour la retraite, ou alors cotiser de manière moins efficace sur des statuts d'indépendants. Voilà, donc là, l'idée, en tout cas, c'était vraiment de se dire, pensez, voilà, rechallenger en fait votre choix de départ, et à vous reposer la question, sachant qu'en cas de changement, en général, il y a un petit coût à prévoir, mais c'est extrêmement vite rentabilisé. Si je prends mon cas personnel, quand j'ai basculé de SASU à EURL, ça m'a coûté un petit peu d'argent, mais je l'ai rentabilisé en un mois, même pas. Donc ça, c'était un premier point auquel on ne pense pas toujours, mais qui peut parfois avoir un impact pour vous. Oui. Il y a une question, j'ai vu. Ouais. Ah, voilà, j'étais pas sûre qu'on ait vu. Juste pour les changements, la micro-entreprise, de ce que j'ai compris, une fois qu'on abandonne, on abandonne à vie, on ne peut pas y retourner. Si, on peut y retourner. Il faudra la fermer et puis il faudra la rouvrir plus tard, mais on peut complètement y retourner, sans problème. Donc, mais on peut donc changer, par exemple, en SASU et revenir en micro. Oui, sans D'accord. problème. Il y a certaines choses, peut-être que ce que vous avez entendu, c'est sur certaines aides au démarrage où il faut attendre un certain nombre d'années pour pouvoir obtenir les aides, typiquement l'ACRE, mais sinon, non, il n'y a D'accord. aucun blocage à rechanger. Donc si demain, finalement, la micro est beaucoup plus intéressante pour vous et que vous étiez en SASU, il n'y a aucun problème à changer. D'accord, merci. Rien. Alors, je vois pas quand il y a des questions, du coup, oui. Aurélie, je te laisse me, me couper ou me dire hein, si j'oublie du monde. Dites-moi. Alors, le deuxième sujet auquel je pensais, c'était le sujet donc, des prévisions. Je pense que vous l'avez remarqué si vous êtes déjà en activité, il y a quand même un certain nombre de paiements, de prélèvements, et parfois on a un peu l'impression de subir tout ça quand ça tombe un petit peu d'un coup. Clairement, on va dire 95% de ces paiements et prélèvements, ce sont des choses qu'en fait vous pouvez anticiper. Alors, il faudra quand même les payer, mais ça reste beaucoup moins douloureux quand on était au courant que ça allait arriver. Et dans certains cas, certains de ces prélèvements, vous pouvez les lisser au maximum. Alors moi, ma reco, c'est toujours d'essayer au maximum de lisser, de mensualiser, de façon à y voir le plus clair possible dans vos prévisions, de savoir ce qui va tomber quand, et puis d'avoir la vision quand même la plus claire possible de ce qui reste dans votre poche réellement à la fin. Donc sur la partie mensualisation, je pense à des sujets comme la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises. En micro-entreprise, je pense à des sujets comme la TVA qui n'est pas toujours payée au mois quand vous êtes éligible. Je pense aux cotisations URSSAF. Toujours en micro-entreprise, il y a la possibilité en dessous d'un certain niveau de revenu de payer l'impôt sur le revenu
mensuellement via le prélèvement libératoire. Donc, ce sont des petites choses, mais en fait, une fois que tout ça est lissé, c'est beaucoup plus facile pour vous de prévoir en fait vos charges sur l'année. Bien sûr, il y a des cas où c'est pas forcément possible ou alors où c'est pas forcément simple. Et pour ces cas-là, moi, la reco, c'est vraiment d'avoir un petit tableau de prévision où vous notez en fait sur chaque mois les gros paiements, les gros prélèvements qui vont arriver, parce qu'encore une fois, vous pouvez les anticiper. Le montant de votre TVA du mois prochain, une fois que vous savez combien vous avez facturé et combien vous avez dépensé, vous pouvez le prévoir de manière peut-être pas à l'euro près, mais très proche. Le montant de votre impôt sur les sociétés de l'année à venir, une fois que vous connaissez pareil votre atterrissage fin d'année, vous savez combien on va vous prendre en acompte chaque trimestre. Donc il y a un certain nombre d'informations que vous pouvez tout de suite renseigner dans des tableaux de suivi pour savoir qu'au mois de mars, on va vous prendre 3 000 €. Vaut mieux le savoir à l'avance. Si en plus ça tombe un mois où vous étiez en vacances et que vous n'avez rien facturé, rien touché, ça peut faire un trou dans votre compte bancaire. Donc ça vaut vraiment le coup de l'anticiper. Et l'exemple classique que je donne, mais qui me semble important, sur l'impôt sur les sociétés, c'est que sur votre première année d'activité, si vous êtes concerné, vous allez payer 0. Mais sur la deuxième année, en fait, on va vous prendre l'impôt sur les sociétés de cette année 1 au milieu de l'année. Et en plus, on va vous prendre les acomptes de l'année 2. Donc en fait, vous allez avoir une vraie impression que vous payez 2 fois l'impôt sur les sociétés. Et de la même façon, si c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout anticipé et que vous avez déjà dépensé l'argent, ça peut vous mettre assez rapidement en difficulté financière. Voilà, le deuxième sujet, c'est vraiment ça pour moi, lisser, mensualiser, et si c'est pas possible, anticiper au maximum en tenant un tableau avec les grandes échéances principales. Et pour ça, vous pouvez utiliser justement le fameux calendrier dont parlait Aurélie pour voir quand est-ce que ça va arriver. Le troisième sujet qui occupe et préoccupe beaucoup tout le monde, c'est l'impôt. Alors malheureusement, j'ai pas la formule magique pour payer 0 impôt, pour optimiser totalement votre résultat. Je suis pas sûre qu'elle existe de toute façon. Si vous l'avez, je la veux bien. Par contre, il est quand même possible d'optimiser en vous y prenant un petit peu à l'avance. Donc, à partir du moment où vous êtes en société, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec vos charges, par exemple. Et l'objectif, ça va être, dans un monde idéal, de rester en dessous du seuil de 42 500 € de bénéfices sur votre entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un seuil de prélèvement qui fait que en dessous de ce montant, vous payez 15% d'impôt sur les sociétés. Et au-delà, vous payez 25%. Donc ça devient de plus en plus défavorable au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc pour faire ça, vous avez pas mal de leviers, donc, globalement qui vont être d'augmenter vos charges pour réduire votre bénéfice. Ça peut être un levier en vous versant plus de salaire. Et ça peut être aussi de bien penser à sortir l'argent que vous avez le droit de sortir de votre société. Donc il y a un certain nombre de frais que vous pouvez vous rembourser avec votre entreprise sans avoir à payer de cotisation dessus. Donc ces frais, par exemple, ça va être une partie de votre facture d'Internet, ça va être une partie de votre facture de téléphone ou la totalité si vous avez une ligne dédiée pro. Ça va être une partie de vos factures d'énergie, donc eau, électricité, etc. Ça va être éventuellement, si c'est intéressant pour vous, un loyer que vous pouvez vous verser à vous-même, même si c'est rarement intéressant pour tout le monde dans ce cas-là, mais ça fait partie des frais, en tout cas, que vous pouvez envisager. Et donc, bien penser à sortir toutes ces charges-là de votre entreprise, ça va d'une part vous faire un petit virement sympa sur votre compte perso et en plus venir réduire le bénéfice qui est imposé. Donc ce point-là, je pense qu'il est souvent connu, mais on a tendance à oublier quelques-uns des éléments qu'on peut se rembourser. Et le dernier point qui est souvent oublié également, c'est les crédits d'impôt que vous pouvez récupérer sur certaines de vos dépenses. Donc ça peut être par exemple les chèques CESU, mais ça peut être aussi des dons que vous auriez faits ou ça peut être vos formations. Donc on en reparlera un petit peu plus loin sur la formation, mais sachez que vous pouvez récupérer un petit peu d'argent en réduction d'impôt sur ces dépenses-là. Voilà. Donc là, encore une fois, finalement, il n'y a pas de secret, hein. L'idée, c'est d'essayer d'estimer le plus vite et le plus tôt possible à la fin d'une année où vous en êtes en fait. Si vous voyez que vous êtes assez élevé en termes de bénéfices, de vous poser la question de est-ce qu'il n'y a pas des frais ou des investissements que vous auriez pu faire pour venir baisser un petit peu votre bénéfice,
Ou si vous êtes sur un type d'entreprise où les salaires ne sont pas trop taxés, si vous êtes par exemple en EURL, sachez qu'au moment de votre bilan, vous pouvez aussi décider de vous verser un complément de salaire pour venir réduire justement le bénéfice imposable. Donc ce complément de salaire, il va être taxé comme un salaire normal, mais ça peut vous permettre de passer justement en dessous du seuil et donc de bien vérifier que l'impact est positif pour vous, parce que d'un autre côté, ça fait un petit peu plus d'impôt sur le revenu. Et dernier petit point là-dessus, juste attention aux fausses bonnes idées qui circulent parfois du type je vais pas du tout me payer, je vais prendre que des dividendes, qui peuvent peut-être être une bonne idée dans certains cas bien particuliers, mais il faut bien penser que en vous rémunérant en SASU uniquement en dividendes, vous ne cotisez à rien, donc vous n'avez pas de cotisation sociale, donc vous n'êtes pas protégé par ces cotisations-là. Et au-delà d'un certain niveau de revenu, vous pouvez aussi être taxé avec une taxe qui s'appelle la taxe PUMA, qui risque de venir vous pénaliser, sachant qu'en plus, vous n'avez pas cotisé pour la protection sociale, mais vous ne cotisez pas non plus pour votre retraite. Donc au final, l'impact tout compris, quand on considère l'ensemble des paramètres, n'est pas forcément toujours l'idée du siècle. Voilà. Donc ça, c'était la partie un petit peu fiscalité, impôt, prévision. Le deuxième sujet qu'on voulait partager, c'était plutôt le sujet social, donc sur la partie protection de votre activité, la partie formation. Donc, le premier sujet là-dessus, sur votre protection sociale, ça va être les cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales, forcément, c'est plutôt quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie de parler, mais qui représente généralement une très grande partie de vos charges. Et là, ce qui est vraiment important, c'est de bien comprendre que vous pouvez venir adapter les cotisations sociales à votre activité du moment et à vos résultats. Par défaut, on va généralement venir prendre des données qui sont dans le passé. Alors, si vous avez une activité qui est hyper lisse, ça ne va pas forcément poser de problème pour vous. Par contre, si vous avez une activité qui est assez irrégulière, ça peut finalement donner des choses qui sont complètement déphasées de votre réalité et de vos revenus. Si vous êtes un travailleur non salarié, donc par exemple en EURL, sachez aussi que quand vous démarrez votre activité, on va vous prendre un forfait par défaut qui est assez bas sur votre première année d'activité. Et probablement, du coup, on va vous mettre une régularisation assez forte sur la deuxième année d'activité. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de le gérer comme ça. Vous pouvez tout à fait demander dès le début de votre activité à l'URSSAF d'adapter votre forfait par défaut en leur disant combien vous pensez que vous allez vous rémunérer dans l'année. Alors bien sûr, vous allez pouvoir, si vous vous trompez un petit peu, c'est pas très grave. Si vous savez pas exactement à l'euro près combien vous allez vous payer, mais leur donner quand même un montant qui vous semble cohérent. Ça va vous permettre de passer du forfait par défaut qui, si je dis pas de bêtises, est autour de 2 000 € à quelque chose de plus cohérent, sachant que on peut parler de 10, 15, voire même 20 000 € de régularisation quand même dans certains cas. Donc tant qu'à faire, ça me semble préférable d'adapter ça et de mensualiser dès la première année. Une fois que vous êtes vraiment en activité et que vous êtes à partir de votre deuxième année, sachez aussi que l'URSSAF est en train de déployer de plus en plus de possibilités de venir mensualiser les cotisations et donc de finalement leur dire chaque mois combien vous vous rémunérez pour être au plus près de ce que vous allez réellement devoir payer. Donc ça, c'est aussi des éléments qui vont vous permettre d'éviter les mauvaises ou bonnes parfois surprises en année N+1, en essayant d'être toujours au plus près de la réalité. Et le dernier point, si vous êtes dans une période d'activité un peu plus faible, au contraire, ou que c'est une période où vous avez des difficultés, sachez que vous avez toujours la possibilité de demander des étalements de cotisation qui sont normalement sans frais si vous les demandez de manière volontaire, ou tout simplement de venir réduire les montants qui vous sont prélevés si vous savez déjà que votre revenu va être plus bas que celui de l'année dernière. Ça vous évite d'avancer ces cotisations pour rien. Bien sûr, on va vous rendre l'argent dans l'avenir, mais si déjà vous êtes dans une année difficile, autant ne pas avoir à avancer la trésor chez vous. Le deuxième sujet important sur votre activité et la protection de votre activité, c'est ce qu'on appelle la protection sociale, et c'est d'être sûr que vous êtes bien couvert en cas de problème.
Et en tant que travailleur non salarié, donc par exemple en micro-entreprise, en gérant de URL, vous n'êtes pas très bien protégé en cas de problème grave, donc en cas de maladie grave, d'invalidité, d'accident, donc tous les sujets auxquels on n'a aucune envie de penser. Faut savoir que en tant que salarié, vous avez une prévoyance qui est intégrée au contrat de travail, mais qu'en tant qu'indépendant, c'est à vous quelque part de construire cette protection. Et c'est la prévoyance qui va venir compenser vos revenus, vos charges aussi professionnelles si vous avez un arrêt maladie, une invalidité partielle, une invalidité totale. Cette prévoyance, d'ailleurs, c'est des options, hein, mais elle peut aussi parfois verser un capital à vous, à votre famille en cas de décès, à vous en cas d'invalidité. Il y a tout un tas de clauses que vous pouvez prendre pour vous protéger. Et si on prend un exemple un peu concret, pour un consultant, par exemple, qui est un travailleur non salarié et qui touche un salaire d'environ 3 000 € net par mois, il faut savoir qu'en cas d'arrêt maladie, via le régime général, vous êtes sur une indemnité qui est autour de 1 000 € par mois, donc un tiers de vos revenus, là où une prévoyance peut venir compenser 100% de votre salaire. Sur un cas plus grave d'invalidité, donc où vous ne pouvez plus du tout travailler, en ne faisant rien, vous seriez autour de 375 € par mois. Donc largement insuffisant pour vivre, évidemment. Donc là, une prévoyance pourrait venir prendre en charge jusqu'à 100% du salaire que vous versiez. Et bien sûr, le coût de cette assurance-là, il dépend de combien vous voulez couvrir en termes de revenus. Plus vous voulez couvrir un salaire élevé, plus ça va vous coûter cher. Mais de manière générale, on considère que c'est 2 à 3% de vos revenus qui sont en plus partiellement déductibles de vos impôts suivant les cas. Donc c'est un vrai sujet de protection pour vous. Beaucoup de personnes n'y pensent pas parce que quand on est en bonne santé et que tout se passe bien, on a l'impression que c'est pas forcément utile. Néanmoins, c'est un vrai sujet de protection. Et après, les deux autres sujets, je pense que vous les connaissez bien plus. Là, forcément, la mutuelle, qui parfois est aussi oubliée par certaines personnes en tant qu'indépendants, qui est aussi partiellement déductible de vos impôts. Et le dernier sujet, c'est la retraite. Donc, on en a parlé un tout petit peu au début, et je pense que vous savez, sur certains statuts, certains scénarios, vous allez moins bien cotiser à la retraite. L'exemple de la SASU où vous versez un salaire très bas, par exemple, mais aussi sur des statuts type EURL en travailleur non salarié où vos cotisations, au-delà d'un certain revenu, elles vont être de moins en moins intéressantes pour votre retraite. Et donc là, sachez que vous pouvez venir compléter votre retraite, compléter vos cotisations avec des investissements privés. L'exemple qu'on donne souvent, c'est le PER, donc le plan épargne retraite, qui lui aussi est déductible en partie de vos impôts sur le revenu. Donc l'idée, c'est de bien regarder, suivant les choix que vous avez faits, si ça a un impact sur votre retraite à venir et le plus tôt possible de commencer à anticiper cet impact, parce que plus tôt vous allez commencer à mettre en place ces systèmes d'épargne, plus forcément ils auront le temps de fructifier, de faire des petits et de vous constituer un capital utile et important pour votre retraite. Alors Alexandra, on a une question d'Alison. Oui, désolée, encore moi. Pour la mutuelle, partiellement déductible des impôts dans tous les cas? Alors en fait, ça va être différent suivant le type d'entreprise. Donc sur une entreprise type, par exemple, EURL, on va avoir des contrats qui s'appellent les contrats Madelin, donc qui vont permettre de déduire une partie des impôts. Sur des types comme une SASU, par exemple, où on est assimilé salarié, c'est l'entreprise en fait qui va prendre en charge une partie de... Bon, je m'entends en écho, désolé. Qui va prendre en charge une partie de cette mutuelle. Donc d'ailleurs, une partie où vous allez choisir le pourcentage qui est pris en charge par l'entreprise. D'accord. Parce que moi, je suis en micro, en fait, donc... D'accord. Donc en micro, oui, il faudrait que je revérifie, je vous redirai. Je regarderai sinon, mais c'est gentil. Donc micro, ce serait le cas, donc travailleur non salarié dans les différents exemples. D'accord. Ce serait le cas de TNS. Par contre, je suis plus sûre de mémoire. Je pourrais regarder et vous redire si les lois Madelin s'appliquent ou pas. Si quelqu'un sait, je suis preneuse de l'info, mais je suis plus sûre à 100%. Merci beaucoup. Sinon, je revérifie et je vous redirai. Ouais, c'est gentil.
Bonjour, c'est Christophe. J'ai une petite question au niveau du plafond de revenus. Je disais qu'au niveau de la retraite, quel était entre guillemets ce plafond de revenus où il était plus très intéressant de cotiser en fin de compte? En fait, il est estimé, alors il y a plein de, de cas différents, mais il est estimé au-dessus de 40 000 € de revenus nets. En gros, c'est le moment où ça commence à se séparer entre les gens qui sont en assimilé salarié et ceux qui sont en indépendant. Donc en gros, jusqu'à 40 000 €, le calcul, c'est le même. Il y a un impact qui est tellement mineur que ça vaut pas le coup d'y passer du temps. Et après, plus le revenu augmente au-delà de ce seuil de 40-45 000 €, plus ça va se creuser. Donc si on est sur des revenus vraiment élevés où on va se rapprocher des 100 K par exemple, là, l'euro cotisé en SASU va être jusqu'à, je crois que j'avais vu jusqu'à 8 fois plus contributif à la retraite que l'euro cotisé en EURL par exemple. Donc ça veut dire qu'au-delà de ce seuil des 40 000 €, ça vaut le coup de commencer à se poser la question de l'impact retraite. Jusque-là, ça vaut pas forcément la peine d'y perdre du temps. Parfait, merci. Et le dernier point donc sur cette partie protection, donc c'était, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'était la formation. Donc le fait d'être indépendant, freelance, heureusement ne veut pas dire que vous n'avez plus de possibilités ou de droit de vous former, bien au contraire. Donc vous continuez à cotiser comme un salarié finalement pour votre CPF, donc le compte, personnel de formation. Bon, je pense qu'on a tous été suffisamment spammés pour savoir ce que c'est maintenant. Donc vous cotisez de 500 € chaque année. Mais vous avez aussi d'autres options comme le fonds d'assurance formation, qui est le FAF, qui lui peut venir prendre en charge certaines de vos formations sous condition. Et sous condition, en fait, ça veut dire sur dossier finalement. C'est-à-dire qu'il va falloir que votre projet de formation colle avec ce qu'ils ont prévu comme priorité sur l'année, avec leur budget, etc. etc. Mais il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à avoir des formations prises en charge en très très grande partie sur des montants élevés. Donc ça vaut le coup d'aller tenter, en tout cas, si vous prévoyez une formation coûteuse. Donc vous pouvez retrouver votre fonds d'assurance formation sur les différents sites, comme par exemple Entreprendre. Alors comment il s'appelle déjà? C'est entreprendre.servicepublic.fr. Donc là, vous pouvez retrouver celui qui vous concerne. Ça dépend de votre activité et donc ça dépend de votre code APE qui détermine votre activité. Pour ceux qui sont consultants, et je pense que c'est la plupart ici, votre fonds d'assurance formation, il s'appelle le FIFPL. Et donc, si vous allez sur leur site, vous pourrez trouver quels sont les critères de remboursement, comment il faut faire pour avoir une formation remboursée, etc. Et donc, le dernier point sur la formation, je vous en ai parlé rapidement, c'est que vous avez le droit à un crédit d'impôt pour vos formations sur à peu près 40 heures par an. C'est pas énorme, mais on parle d'une somme à peu près de 450-460 € par an. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, si on peut le récupérer en crédit d'impôt en fin d'année. Voilà sur les sujets un peu de protection, de prévoyance et tout ça. Le dernier point qu'on voulait faire, c'était sur les sujets, juridiques pour être bien au clair en fait sur, les différents éléments et de protection et de risque. Le premier sujet, c'est l'assurance, qui s'appelle la RC Pro, donc la responsabilité civile professionnelle. Donc elle est facultative, mais pour de nombreux clients, elle va finalement être obligatoire et je sais que Focus Tribes va la demander pour pouvoir, partir en mission chez les clients. Et cette assurance, en fait, elle sert à vous protéger, dans, votre métier, mais elle sert aussi à protéger votre client au cas où il y aurait un dommage causé par vous. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après la loi, n'importe quel dommage qui est causé doit être réparé par l'entreprise fautive. Sauf que là, bah, en l'occurrence, l'entreprise fautive, c'est vous et donc vous n'êtes pas couvert par vos assurances personnelles. Donc là, c'est l'ARC Pro qui va venir vous couvrir, dans le cas où votre service a créé un problème pour votre client. Il peut y avoir plein d'exemples, qui peuvent vous concerner. Ça peut être, un bug, quelque chose qui cause une perte, de chiffre d'affaires importante, chez votre client. Ça peut être une perte de données, ça peut être, des retards importants qui impactent votre client. Donc ça va être la responsabilité, civile professionnelle.
Et puis, vous avez aussi dans cette couverture la responsabilité civile d'exploitation. Et là, ça va venir protéger, si vous êtes concerné, même si je pense que c'est pas trop le cas ici, mais votre local, votre stock, mais aussi si vous causez un accident chez votre client. Par exemple, je sais pas, vous mettez le feu sans faire exprès avec quelque chose dans les locaux, vous faites, tomber quelqu'un dans l'escalier en courant à votre prochaine réunion. Tout un tas d'exemples qui pourraient arriver et donc là, c'est cette assurance qui va venir, vous couvrir. Et ce qui est intéressant dans certaines assurances RC Pro, c'est que parfois elles vous offrent des services qui peuvent être sympas. Un qui est vraiment bien et sur lequel on reviendra après, qui est la protection juridique, où donc là, ils vont venir vous aider justement en cas de conflit où il va y avoir besoin de quelqu'un qui a des vraies compétences juridiques. Et parfois, ils vous proposent aussi des services, type, comité d'entreprise, enfin mini comité d'entreprise, on va dire, avec, des réductions sur, des choses, des parcs, des sorties, des billets de ciné et cetera et cetera. Donc comme ce sont des choses qu'on n'a plus en tant qu'indépendant, ça peut parfois être sympa d'en profiter via d'autres moyens. Donc le second sujet qui souvent, concerne malheureusement les indépendants, c'est les impayés. Donc je vous en parlais, vous avez certaines assurances qui intègrent dans le prix que vous payez une protection juridique. Et il faut savoir que vous pouvez les solliciter pour vous accompagner en cas d'impayé, que ce soit pour la rédaction des courriers de recouvrement avec bah, la bonne terminologie, les bons mots pour que vous soyez vous au carré et que vous puissiez avoir plus d'impact pour récupérer votre argent, ou alors en vous redirigeant vers des partenaires qui vont vous accompagner pour récupérer ces impayés. Donc ça, enfin, on n'y pense pas forcément, mais c'est de l'argent que vous payez souvent de toute façon, donc ça vous permet vraiment d'en bénéficier au maximum. Autre point important sur les impayés, c'est que vous avez le droit de solliciter le médiateur des entreprises, donc ça dépend de l'État, et ça va vous permettre aussi de solliciter une aide pour récupérer votre argent. Et enfin, vous avez des services payants, bien sûr, qui sont disponibles. Alors, j'en ai mis quelques-uns, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et plein que je connais pas. Si vous en avez d'autres à recommander, n'hésitez pas à partager. Il y a Ruby Payer, par exemple, qui est souvent conseillé. Il y a Crédit6, mais qui ne prend que des créances en dessous de 5 000 euros. Et donc là, bah, suivant les cas, ils vont soit vous demander une somme pour recouvrer à votre place, soit un pourcentage. Mais l'idée, c'est que c'est eux qui vont aller harceler le client et pas vous, quoi. Mais bon, ce qu'on disait avec Focus Tribes, ça va bien se passer. Il n'y aura pas besoin d'aller harceler qui que ce soit. Voilà. Néanmoins, c'est important de, voilà, de savoir que ces systèmes existent et le plus tôt vous les sollicitez, le plus tôt vous vous mettez en action, plus vous allez augmenter vos chances de rapidement récupérer l'argent qui vous est dû. Et le dernier petit point, c'est qu'on vous essayait de lister un petit peu les pièges ou les choses à éviter. Et pareil, vous en avez peut-être vous aussi hein, d'autres à partager ou d'autres qui ont été vécus. Le premier point, c'est vraiment les arnaques et je suis sûre que vous avez été confrontés à certaines d'entre elles. À partir du moment où on se met en indépendant, qu'on crée une entreprise, il y a pas mal de gens qui essayent, malheureusement de nous envoyer des soi-disant, obligations légales ou, des soi-disant, annuaires où il faut payer pour être ajouté dedans en tant qu'entreprise. On a aussi des registres, soi-disant du commerce auquel il faudrait s'inscrire, qui sont évidemment pas le vrai registre légal auquel vous êtes de toute façon déjà inscrit en général. Ou parfois on va vous demander de payer pour des affichages obligatoires, sur le lieu de travail, des mises en conformité et cetera. Toutes ces choses-là en tant qu'indépendant, bah, déjà elles vous concernent pas et de toute façon c'est pas, enfin, les personnes qui vont vous envoyer ce type de courrier ou ce type de mail, ce sont des arnaques. Donc avant de payer quoi que ce soit pour vous inscrire à un quelconque, registre annuaire, réseau et cetera, vérifiez bien auparavant. En général, c'est assez bien documenté, sur internet. Vérifiez bien que vous devez vraiment payer ce truc-là. En général, si vous avez créé votre entreprise, bah, via, l'INPI, via le guichet unique, de la manière classique. Ça inclut en fait toutes les inscriptions que vous devez faire, ça inclut toutes les formalités que vous devez faire, donc il n'y a pas d'autre chose auxquelles il faudrait s'inscrire par la suite,
de registre annuaire ou autre. En fait, c'est déjà pris en charge dans la création de votre société. Donc, a priori, vous pouvez ignorer ces messages-là, donc ne vous faites pas avoir. Le deuxième petit piège que je vois parfois, c'est de mélanger en fait vos comptes personnels et vos comptes professionnels. Alors, si vous êtes en micro-entreprise, c'est vraiment pas du tout problématique, puisque finalement, vous faites un peu ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes en société, là, ça peut être extrêmement grave, puisque finalement, venir utiliser à titre personnel de l'argent de votre compte pro, c'est en fait un abus de bien social et c'est légalement pénalisé. Et ça peut être des petites choses finalement de j'ai oublié ma carte perso, donc je vais payer avec mon compte pro, ou en fait des petits détails, mais qui sont interdits. Donc la règle, elle est plutôt simple, c'est que si vous voulez sortir de l'argent de votre compte professionnel, soit c'est une note de frais, et donc il y a une facture qui le justifie, soit c'est un salaire et vous payez des cotisations dessus. Bon, j'exclus le cas, enfin, il y a évidemment le cas dividende aussi en fin d'année, mais sur le quotidien, ça va être salaire ou note de frais. Les autres sorties d'argent de votre compte professionnel ne sont pas autorisées. Donc ça vaut le coup d'y faire vraiment attention. Ça arrive évidemment de se tromper. Moi, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, mon fils s'est dit que c'était une super idée de commander sur Uber Eats avec la carte de mon compte pro sans me le dire. Clairement, j'ai pas du tout le droit de faire ça, mais donc si ça arrive ou qu'on a été obligé pour une raison ou une autre de le faire, bah, alors se refaire tout de suite un virement, correctif et puis bien le préciser à son comptable pour que, il sache le justifier et vous puissiez montrer que vous avez vu tout de suite que les choses et que vous avez trouvé une solution rapide. Autre point, mais qui va plus vous concerner, donc pas forcément du coup les consultants, mais si vous avez des clients qui sont des particuliers, donc si vous êtes en B2C, beaucoup de personnes oublient qu'il est obligatoire de souscrire à la médiation de la consommation. Donc la médiation de la consommation, ça va permettre aux gens avec qui vous travaillez, si jamais ils sont en litige avec vous, d'avoir un recours gratuit. Du coup, c'est vous qui, en tant qu'entreprise, qui devez le payer. C'est pas cher, enfin c'est pas très cher. On parle généralement d'une cinquantaine d'euros par an, donc c'est abordable, on va dire, et c'est très souvent oublié, mais c'est une obligation légale que vous devez remplir. Donc uniquement si vous avez des clients particuliers. Et dernier petit point avec lequel je ne sais pas si vous êtes familier, c'est les règles donc RGPD, donc sur la protection des données personnelles. Si dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes amené à stocker des données d'individus personnels, et personnel c'est super vaste hein, parce qu'en fait c'est déjà le nom, le téléphone, le mail, l'adresse, donc ça va assez vite de stocker des données personnelles sur les gens. C'est important que vous jetiez un coup d'œil aux règles RGPD, donc il n'y a pas besoin d'avoir une énorme organisation derrière ça comme dans les grosses entreprises, mais être très clair sur ce que vous stockez, comment vous le stockez, pourquoi et combien de temps, et penser à supprimer ce dont vous n'avez plus besoin. Ça va être déjà des premières bases à mettre en place pour qu'en cas de contrôle, vous puissiez montrer que vous avez été de bonne foi et que vous avez géré ça de la meilleure des manières. Donc petit point d'attention là-dessus également. Et voilà ce que moi j'avais en tête, et puis je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, partager, ou Aurélie, si tu voulais prendre le relais. Alors, ouais, alors on va passer après à la partie questions-réponses hein, là, on aura bien le temps. Moi, j'avais 2 choses à partager avec vous. La première chose, c'est par rapport au statut. Pour votre information, alors vous êtes en général moins concernés, mais avec Focus Tracks, on va lancer une offre de portage salarial courant mars. Donc voilà, parce qu'on a quand même quelques consultants dans la communauté qui préfèrent, qui repartent vers le portage salarial de temps en temps. Et on nous a souvent posé la question. Donc voilà, donc on est en train de mettre ça en place pour pouvoir vous apporter encore plus de valeur ajoutée et de solutions justement sur ce sujet-là. Voilà. Et sinon, bah, l'autre chose, c'était ce calendrier fiscal. Donc là, je vous montre juste une page. Hein.
Voilà, donc on l'a déjà partagé dans la newsletter que vous avez dû recevoir hier, la newsletter du mois de janvier. Moi, je vais vous renvoyer là le lien et on va de toute façon le repartager aussi dans l'article de blog qui sera avec le replay. Donc voilà, vous le reverrez, mais c'est organisé donc par statut. Vous verrez, donc c'est un calendrier pour chacun des statuts. Donc là, c'est la première page du statut des sociétés qui reprend vraiment toutes les informations. On a checké tout ça avec Alexandra et pour que vous ayez vraiment les dates en tête, un pense-bête à mettre à côté de votre bureau. Voilà. Voilà, et oui, la dernière petite chose, avec Alexandra, on s'était dit aussi quand on préparait, dans les choses importantes auxquelles penser, et je pense qu'on fera peut-être un webinaire aussi sur ce sujet, mais ne pas oublier aussi sur le volet plutôt commercial, marketing, à négliger son marketing. C'est vrai, quand on est indépendant, bah, on n'a souvent pas le temps, on enchaîne les missions, et puis il y a des fois, hop, bah, voilà, on a un creux, et puis en fait, son profil LinkedIn n'est pas du tout mis à jour, pas valorisé. Le CV qu'on a, ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas fait, on veut le refaire, on se repose la question, comment? Nous, on a déjà publié, d'ailleurs, sur le blog, vous pouvez retrouver des conseils, parce qu'on envoie beaucoup des CV, donc des conseils sur comment faire un bon CV, qu'est-ce qui est pertinent. On a même partagé un template. On fera sûrement donc un webinaire sur les aspects plutôt marketing et mise en avant de votre profil. Voilà. N'hésitez pas aussi, s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on organise un webinaire comme aujourd'hui, surtout transmettez-nous vos idées. Si vous avez envie de partager des choses aussi, comme le fait aujourd'hui Alexandra, n'hésitez pas, ça rend service à toute la communauté. Donc voilà, on est demandeurs. Je vais arrêter de partager mon écran et puis on va pouvoir passer à la partie questions, remarques. J'ai une question sur, tout au début, Alexandra, tu parlais de comparer les différents régimes. Donc, tu parlais de chiffre d'affaires, de charges, tout ça. Et à un moment donné, tu as parlé aussi que selon le statut, quand on a parlé de retraite, tu as dit, voilà, selon le statut, ça a l'air d'être plus intéressant d'être statut. Est-ce que en fin de compte, ce choix-là, cette comparaison que tu as parlé tout à l'heure, en disant, voilà, pour toi, par exemple, tu es passé de SASU en EURL, est-ce que quand tu parlais de cette comparaison-là, tu intégrais aussi cette notion de retraite plus tard ou autre? Oui, parce qu'en fait, l'un des choix qui avait déterminé finalement cette idée de SASU, c'était justement de se dire qu'un salaire était plus contributif à la retraite ou plus utile, on va dire, pour ma retraite. Sauf que, et ça dépend bien sûr du chiffre d'affaires, mais ce salaire, il coûte tellement cher que finalement, ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps, c'est que je me versais un salaire assez faible en SASU et le reste, bah, avec des dividendes parce que je pouvais pas me permettre en fait de me payer aussi cher que j'aurais voulu avec la SASU. Donc au final, bah, ma contribution retraite, elle était quand même pas géniale puisque je me payais un salaire bas, donc ma cotisation, elle était indexée sur ce salaire bas. Là, en EURL, je peux me payer un salaire qui est nettement plus élevé puisqu'au lieu de 83 en gros de charges, c'est 45. Et donc bah, finalement, même si le EURL est un petit peu moins efficace pour la retraite, vu que je me paye un salaire nettement plus élevé, bah, en termes d'impact final, c'est plus intéressant pour moi. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'il faut bien regarder les choses dans l'ensemble, parce que juste se dire: «Je vais en SASU parce que c'est mieux pour la retraite», si au final on n'est pas en mesure de se payer un salaire, suffisamment élevé pour que ça cotise bien, bah, c'est pas forcément toujours le choix, évident qui est le meilleur. Est-ce que aussi au niveau de l'âge, parce que moi je cherchais entre guillemets, tu es bien plus jeune que moi, ça, Alexandra, et donc en fonction de l'âge, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné intérêt en fin de compte de passer en SASU et donc malgré tout on paye voilà, on paye beaucoup de cotisations, mais est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce qu'il y a eu des études? J'ai pas trouvé des choses. Est-ce que par rapport à l'expérience que tu peux avoir de différents consultants que tu as eu, autres, est-ce que tu as fait cette étude-là? Est-ce que J'en ai fait pas mal. J'ai cherché aussi beaucoup, comme toi, je pense, hein, des études, qui permettaient de trancher avec, une seule réponse et finalement je trouve un peu
enfin, voilà, comme s'il y avait plusieurs vérités, même si ça peut pas être le cas. Ça dépend aussi souvent de ce que les gens cherchent à mettre en avant, bien sûr. Mais oui, tu peux avoir raison. En fait, il y a 2 sujets pour moi. Il y a la retraite, générale et la complémentaire. Sur la générale, de toute façon, on va prendre en compte, tes, X meilleures années. Je crois que là, maintenant, c'est 25 si je dis pas de grosses bêtises. Donc au bout d'un certain temps et si on considère que ces meilleures années sont dans le passé, par exemple, on n'a pas forcément besoin d'aller, utiliser les années à venir pour, contribuer sur la retraite générale. Et après sur la partie, complémentaire, là, pour le coup, c'est des systèmes de calcul, par points et ça va surtout être une question de combien vaut le point si tu es en EURL, combien vaut le point si tu es en SASU. Mais si tu fais le calcul sur, 10 ans, c'est sûr que l'impact de changer, il est pas du tout le même que si tu fais le même calcul sur 30 ans. Donc oui, enfin, en fait, pour moi, il faut vraiment prendre le temps, pour le coup, de simuler ça, et de dire: «OK, bah, là, si je reste en SASU pendant, 15 ans en cotisant, parce que je vais me payer, admettons, 2 500 € par mois, bah, ça me donne tant de points». Et si je reste en EURL, il y a les grilles, hein, pour le coup, ça on peut les trouver sur le site des différentes, caisses de retraite. Si en EURL j'arrive à me payer, 3 500 € par mois, parce que ça me coûte moins cher de me payer et bah, ça me donne, tant de points de retraite et à la fin, mon résultat est meilleur. Mais j'ai pas de solution magique autre que de poser ces calculs finalement, bah, moi j'ai fait ça dans un Excel, tout basique, hein, mais pour regarder sur le nombre de trimestres qui te reste à cotiser, si c'est vraiment intéressant de changer. Parce que franchement, si c'est pour gagner, 20 €, ça vaut pas forcément le coup de s'embêter, quoi. Et est-ce que, juste une dernière question, il y a eu donc fin d'année dernière, donc j'ai appris par une conférence en fin de compte que on devait choisir entre CIPAV et Général. Mmh. Donc parce qu'en fin de compte, pour les indépendants, on a été souvent pour tout ce qui est cotisation, depuis début 2023, on était bien sur la URSSAF, mais après, c'était par rapport au choix pas le choix, mais quel est l'organisme qui va vous payer votre retraite? Est-ce que tu as déjà eu, sur le mois de janvier, là, c'est peut-être un peu tôt encore, un retour, en fin de compte, sur ça? Est-ce que, parce que moi, clairement, j'ai cherché partout et c'était très compliqué. Voilà, je suis resté en fin de compte, c'est pas. Mais, OK. mais est-ce que tu as eu un retour sur ce sujet-là? Non, pas encore parce que mais je pense comme toi que c'est un petit peu tôt. Je me suis, pas mal posé la question aussi parce que la fin d'année, c'était la deadline pour sortir ou pour changer d'avis. Donc il y a pas mal de gens qui, comme toi, se sont posé la question. Mais la plupart des gens à qui moi j'ai échangé n'ont pas changé, donc sont restés, CIPAV. Mais non, c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est sûrement un peu tôt, pour qu'on ait un vrai retour d'expérience. Mais ouais, à suivre, effectivement, ça fait partie des sujets que je voulais, suivre aussi. Je t'en dirai plus, Christophe, si j'apprends des choses intéressantes. Ouais, mais je pense que c'est intéressant pour les gens, parce que ceux qui sont Mmh. restés en CIPAV, savoir, parce qu'on sait qu'à un moment donné, la CIPAV, il y a beaucoup de choses qui sont dites, tout ça, et c'était, moi, le retour que j'avais, presque, c'était plus, les gens qui sont partis, c'était plus par rapport à la mauvaise réputation que pouvait avoir la CIPAV, Mmh. la situation avec aussi juridique, etc., qui faisait qu'ils sont dit, bah, on va partir, alors que d'autres m'ont dit, bah non, si tu as déjà un certain nombre d'années d'indépendants, bah non, il ne faut pas partir. Donc c'était Mmh. vraiment très compliqué quand surtout, je ne sais pas l'impact que ça va être sur ma retraite, quoi. Ouais, oui, non, mais tu as raison, c'est un bon point à creuser parce que tu es pas le seul, je pense, Ah, dans oui, ce cas-là, oui, ouais, loin de là. ouais, ouais, je pense que ça sera intéressant d'avoir ton retour, Mmh. parce que tu vois beaucoup de consultants. Ouais, ouais, tout à fait et de savoir après je pense que dans le cas de changement, il y avait aussi pour certains, hein, la volonté de rejoindre, un régime, plus général et de se dire: «J'ai pas envie de me retrouver dans le truc un peu isolé qui risque, forcément d'être, un peu mis à l'écart». Tout à fait. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont bougé aussi sur ces bases-là, pas forcément sur des bases de calcul, financier. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Attends, je vais mettre ma caméra. En fait, c'était quand j'ai compris que quand on était en URL, moi je suis en SASU, et quand on était en URL, les dividendes étaient taxés fortement. Et donc, alors que la SASU, bah,
on était plafonné. Donc, je me demandais, est-ce que, oui, donc c'est vrai qu'il faut bien analyser ça, mais du coup, il faut, voilà, quel est tout dépend ce qu'on veut faire, je pense. Mais entre être salarié, tout dépend du niveau de salaire qu'on veut se donner. Mais après, si tu avais l'habitude un peu de te verser des dividendes, il faut faire attention parce que je crois qu'on est limité en EURL et on est taxé beaucoup plus fortement, je crois. En Non. fait, ils sont taxés en gros comme des salaires finalement, sauf sur une partie qui correspond à un pourcentage de ton capital social. Donc en fait, si le capital social est classique, donc c'est souvent moins de 5 000 € pour la plupart des entreprises d'indépendants, en fait, la fraction qui est pas taxée, elle est tellement ridicule que ça vaut presque pas le coup d'en parler finalement. Donc ça va être taxé finalement comme si c'était un salaire, donc on est autour des 45%. Ok. C'est pas non Ouais. plus, c'est pas pire qu'un salaire, c'est juste que le dividende, du coup, va prendre moins d'intérêt en EURL qu'en SASU, où là, En clairement, SASU. il a un intérêt évident, effectivement, puisqu'on est plafonné aux 30% de flat tax. Exactement. Le pourcentage que tu disais, ça, Alexandre, est de 10%. Ah Et oui, c'est ça, voilà, merci. c'est pas que beaucoup de gens, en gardant le RL, augmentent fortement leur capital. Ça. Voilà. Parce que bon, sur un capital de 2500, bon, c'est tellement anecdotique, du coup, les 10%, que ça change vraiment quasiment rien au calcul, quoi. Mais oui, effectivement, ouais, c'était ça, merci. Ouais, Christophe. merci. Et merci pour la question. Mais c'est un bon arbitrage à faire. Bah, Et au oui. final, bon, en EURL, c'est vrai que souvent, au bilan en fin d'année, l'expert comptable, si vous en avez un, va dire est-ce que vous voulez pas plutôt vous verser une prime de salaire tout simplement pour venir réduire le bénéfice imposable. Et donc, il va remettre un complément de salaire sur le mois de décembre parce qu'en fait, ça revient plus ou moins au même, quoi. Donc, Ok. il va le taxer à 45% comme un salaire, quoi. Merci. Ouais. Moi, j'avais plutôt des questions sur les thèmes futurs. Enfin, peut-être que moi, je me disais, alors je ne sais pas si vous avez des outils de suivi des temps qui. En fait, j'avais un peu en tête de me dire quel type d'outil de suivi des temps vous recommandiez. Je sais que chez Focustrab, il y a un outil interne qui a été développé. Mais voilà, je me posais cette question-là. Et puis aussi sur la facturation client. Est-ce qu'il y avait, puisque maintenant on doit être en document, en e-document, est-ce qu'il y avait des recommandations? Est-ce que vous aviez des outils qui sont adaptés à la taille des petites entreprises comme les nôtres? Écoute, là, moi, comme ça, tout de suite, je n'ai pas forcément de recommandations à te faire. Après, je ne suis peut-être pas forcément la meilleure personne pour y répondre, mais c'est des sujets qu'on peut creuser. Toi, Alexandra, tu as des choses sur ces sujets-là à recommander ou pas? Le suivi des temps, j'ai rien là comme ça sous la dent, ça se dit ça, sous la dent? Ouais. Facturation client, moi j'aime beaucoup l'outil Time, T-I-I-M-E, qui est gratuit en plus, donc c'est que du bonheur, qui permet de faire des factures qui sont, enfin ils ont postulé en tout cas pour être en conformité légale avec les nouvelles réglementations. On peut mettre son logo, on peut quand même customiser un petit peu la facture et on peut faire la plupart des choses simples dont on a besoin avec un business d'indépendant. Moi, je les trouve top, top. Ok, merci. Oui, Nelson. Oui, bonjour à tous et merci déjà pour la présentation, le webinaire, très intéressant. En fait, dans les sujets, alors un petit témoignage rapide par rapport au sujet. En fait, moi, j'ai eu ma propre entité et suite à un problème de santé, un décollement de rétine, du coup, j'ai eu à peu près 10 mois sans activité. Et donc, je comprends bien ce que tu disais sur le fait de dire c'est là où on voit en fait toute l'importance de la prévoyance. Et du coup, moi, j'ai basculé en portage salarial aussi pour des raisons de simplicité, on va dire administrative. C'est vrai qu'il y a une plus grande simplicité. Je ne suis pas dans l'optimisation. Je pense que voilà, je ne regarde plus le côté optimisation, mais ça crée une certaine tranquillité d'esprit. Mais en fait, du coup, dans les sujets, comme tu disais Aurélie, que Focustrab se lance dans le portage salarial, ça peut être aussi un sujet même de comparatif, parce que finalement, c'est vrai que en fonction de la situation dans laquelle on est, parfois le portage, c'est très bien aussi. Voilà. Tu veux dire un sujet sur les différents statuts
pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre, etc. Tu parles entre les différents statuts ou au niveau des différentes solutions de portage salarial? Non, enfin, après, en tout cas, personnellement, moi, je pensais que c'était intéressant plus pour quelqu'un qui se lance de dire, voilà, est-ce que je crée ma société ou est-ce que je pars en portage salarial? Même si on peut basculer de l'un vers l'autre, hein, comme j'ai pu le faire, mais c'est plus, en fait, le côté comparatif, finalement, parce que Ouais. en fonction de ce qu'on recherche, les deux solutions peuvent être bien, en fait, je pense. Ouais. Pour info, on a écrit plusieurs articles sur les différents statuts sur le blog. On n'a peut-être pas fait encore tous les statuts, on n'a peut-être pas fait encore le portage salarial, mais vous avez déjà, n'hésitez pas à aller consulter ah bah tiens, Aurore de mon équipe qui est sur cette partie-là, pourra peut-être dire un petit mot. Hein. Aurore, on a publié déjà sur la SASU, le URL. Et donc, il y a L'entre- un article qui reste à rédiger sur le portage salarial. Voilà, donc déjà, vous avez des infos sur le blog, n'hésitez surtout pas à aller voir. Et après, effectivement, on peut tout à fait, nous déjà, on travaille sur notre offre de portage, donc on va finaliser tout ça et puis après, effectivement, on pourra vous en parler. De toute façon, on vous enverra des emails pour vous informer de tout ça, pour ceux que ça peut intéresser. Après, je sais quand on est déjà dans une entreprise de portage, bon, à changer, il faut quand même, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais bref, en tout cas, c'est une solution qu'on veut vraiment aussi pouvoir vous offrir pour ceux qui le souhaitent. Merci à tous, hein. On a passé le timing. Merci beaucoup, Alexandra, pour tous tes conseils et pour ton temps. Avec plaisir. Merci tout le monde. Et puis, écoutez, on vous envoie de toute façon le lien vers le replay. Il y aura un article de blog, le calendrier fiscal, je vous l'ai mis dans la conversation, mais je vous le recevrez aussi et c'est dans la dernière newsletter. Donc voilà, si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez surtout pas à nous contacter en direct. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci, Merci, bonne journée. au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Yeah.